Bonjour à tous, bienvenue parmi nous pour le sujet d'aujourd'hui, trop de choses à gérer, comment ramener de la bientraitance dans un environnement sous tension. Je commence par me présenter, je suis Stéphanie Laguigny, la fondatrice de Meredith Santé, qui est un réseau social exclusivement dédié aux acteurs de la santé, qui permet de diffuser de l'information au sein d'un territoire donné entre pros de santé, que ce soit sur des parcours de soins, des bons plans des annuaires des établissements, mais aussi tout ce qui concerne les pratiques et comment on améliore les pratiques. On crée et on anime des communautés de professionnels de santé pour justement fédérer un maximum et rendre les parcours de soins plus coordonnés sur les territoires. Donc aujourd'hui, on accompagne une trentaine de structures et à peu près 80 000 professionnels de santé sur la plateforme. Et Manon, je vais te laisser. Oui, bien sûr et merci Stéphanie pour, cette présentation et moi donc je suis Manon Massé, je suis marketing manager, donc responsable marketing à la Safe Team Academy. Qu'est-ce que c'est que la Safe Team Academy? On est un organisme de formation qui présente des, supports pédagogiques qui sont très innovants, sous forme de vidéos simulations. Donc, totalement adapté aux contraintes des soignants car, on sait que, se former en présentiel, ça peut être assez contraignant. Donc nous, on propose des formations qui sont, réalisables 100 en ligne et qui peuvent être mises en pause pour, pouvoir gérer les urgences qui arrivent, malheureusement très souvent, quand on est soignant. Donc nos 2 cofondateurs, ce sont 2 médecins, anesthésistes réanimateurs qui étaient très au fait des problématiques, en fait, des soignants et qui sont très, très impliqués dans les facteurs humains en santé. Donc toutes nos formations, elles portent sur les compétences non techniques. Elles permettent aux soignants de réussir à mieux, gérer leur stress, à développer du leadership, à travailler en équipe. Voilà, toutes ces problématiques qui sont pas forcément abordées en formation initiale, mais qui sont très importantes pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Donc on accompagne, tout type, d'établissements, de structures de santé, pour l'instant en France et on commence à se développer aussi à l'international. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Audrey, je suis aide-soignante depuis une bonne dizaine d'années, donc spécialisée en psychogériatrie. Donc le milieu des EHPAD est un milieu qui m'anime. Je suis aussi zoothérapeute et j'ai des diverses formations dans les accompagnements complémentaires non médicamenteux. Et je travaille aussi en collaboration avec la Safe Team en tant qu'experte métier, parce que je partage beaucoup leurs valeurs et je suis donc ravie d'être parmi vous en espérant que je vais pouvoir vous offrir quelques pistes de compréhension, d'amélioration dans les situations de stress qu'on connaît hélas tous très bien. Et alors moi, donc, je suis Alexandra Grossman. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis la cofondatrice d'Atsum et non pas Atchoum. Donc Atsum, on est un organisme de formation, on est certifié Calliope et nous, on forme les managers et leurs équipes au faire équipe. Parce qu'en fait, dans les périodes de forte transformation comme celle qu'on vit aujourd'hui, le faire équipe, et ben, même dans les équipes qui étaient bonnes là-dessus, bah, ça devient compliqué. Et nous, en fait, on a mis au point en 2018 une méthode très innovante, qui est une méthode d'entraînement fondée sur des rituels et qui permet aux managers et à leurs équipes de s'entraîner à mieux communiquer, à mieux coopérer. Et surtout, in fine, ça leur permet de redéfinir ensemble un mode de fonctionnement optimal. Donc, je suis très contente d'être là aujourd'hui, de partager avec vous bah, tout ce qu'on a vécu avec les équipes là depuis 5 ans maintenant partager les bonnes pratiques justement pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible pour les équipes. Ben, merci beaucoup. On a hâte d'apprendre. Je pense que François comme moi, Manon, on a préparé nos notes aussi. Du coup, est-ce que, en introduction déjà, vous pouvez nous dire un peu la réalité en chiffres vous voulez que je commence par la première question? Je me permets, j'avais relevé un chiffre. Alors, j'ai vécu une situation de burn-out, donc je voulais aussi qu'on revienne un peu sur cette définition de qu'est-ce que voilà le burn-out. Ce n'est pas une petite dépression. Faut vraiment pas prendre ça à la légère. C'est vraiment un épuisement professionnel. Et là en 2022, pardon, 98% des soignants
éprouvaient donc des difficultés et des souffrances au travail. 78% d'entre eux étaient diagnostiqués donc en burn-out et dont 34% avaient un arrêt d'au moins de 0 à 3 mois et 13% ont changé de voie suite à ce burn-out, ce qui est quand même énorme. Donc c'est vraiment une problématique pluridisciplinaire, on va dire, à ne pas prendre à la légère. Oui, bah, effectivement, si on élargit le scope et dans les entreprises aujourd'hui de manière générale, pas uniquement dans l'univers des soignants, il y a notamment énormément d'absentéisme. Donc, l'année dernière, le taux d'absentéisme en France a été de 47%. Donc, ce qu'on entend par taux d'absentéisme, on prend toute la population active française, donc ça représente 22 millions de salariés, et on va regarder quelle est la proportion de salariés qui ont été absents au moins un jour pendant l'année. Donc, c'était un taux de 47% en 2022. Sachant qu'en 2020, au pic de la crise Covid, on avait un taux de 41%. Donc, ça ne cesse d'augmenter, alors que dans les années précédentes, les taux moyens étaient plutôt entre 30 et 35%. Et ça, c'est dangereux parce que ça veut dire une boucle du désengagement s'est enclenchée. Donc, la boucle du désengagement, c'est quoi? C'est en gros, j'ai moins envie de me lever le matin. Et donc, du coup, bah, potentiellement, je peux tomber malade, je peux être moins motivée quand j'ai un rhume pour aller travailler à tout prix. Et donc, in fine, je peux aussi démissionner. Et donc, ça crée une surcharge de travail. Et le problème, c'est que quand il y a une surcharge de travail, bah, ça revient à l'objet du webinaire aujourd'hui. Il y a de plus en plus de choses à gérer. Et rebelote, c'est reparti pour un tour. Donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que c'est de pas avoir à enrayer cette boucle, mais c'est de faire en sorte qu'elle ne s'enclenche pas. Parce que sinon, après, c'est très, très difficile de revenir en arrière sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Bah, donc du coup, on va passer à la première partie. Donc la première question, qu'est-ce qui se passe concrètement au sein d'une équipe quand il y a trop de choses à gérer? Alors donc je vais commencer pour de parler au niveau de des soignants. Donc en effet, je rejoins Alexandra sur ce qu'elle disait de ne pas enclencher cette boucle, en fait, ce cercle vicieux de stress, d'épuisement et d'absentéisme qui va recréer évidemment du stress et de l'épuisement et de l'absence chez les personnes qui tiennent encore le coup. Faut savoir qu'aussi au niveau aide-soignant, on a énormément de difficultés à prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et c'est ce qui engendre du stress, de l'épuisement au sein des équipes de manière individuelle et après du coup que ça va générer au niveau du collectif. Donc le stress, comment lutter contre le stress? Je dirais bien qu'on ne peut pas lutter contre le stress. Le stress, il est ancré en nous. Il faut limite en faire son ami, l'accepter et savoir aussi quand même le cibler, de savoir chez soi, mais aussi chez l'autre. Dire là, on n'arrive plus à gérer. Donc avoir un stress qu'on sait gérer et qui ne va pas, nous faire perdre nos valeurs et nos compétences. Ça va être là la petite définition. Enfin, ce qu'il va falloir mettre en avant au sein des équipes, c'est ok, le stress, ça peut nous donner des ailes, mais ça peut aussi tout couper au niveau de nos compétences et dans nos soins. Donc évidemment, quand il y a trop de choses à gérer, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit en tant qu'aide-soignante, c'est la surcharge de travail. C'est qu'en fait, on n'arrive plus à prioriser on va perdre pied et on va plus savoir prioriser nos soins, nos accompagnements, et on va rentrer dans une boucle, on va perdre donc du sens et des valeurs à nos actes de soins qui peuvent paraître des soins de base, mais quand il y a une surcharge de travail, on va plus savoir où donner de la tête. Et donc là, c'est vraiment pour moi la perte de sens qui est dans nos actes qui va créer tout ce burn-out et derrière ce mal-être au sein du travail. Donc évidemment, qui dit perte de sens et surcharge de travail va aussi dire une diminution de la qualité du soin. On va plus se remettre en question, on va plus se poser les réelles questions de pourquoi on fait ça, on va devenir des robots, on va faire comme des sortes de routines. Alors des routines, ça peut être très bien pour cadrer des choses, mais au bout d'un moment, quand on ne sait plus pourquoi on fait ça, le patient va perdre en chance, et donc on voit une réelle diminution de la qualité. Et donc, on va aussi augmenter le risque de l'erreur médicale. Et le problème en France, c'est qu'on a une culture de l'erreur qui n'est absolument pas appropriée, c'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir parler de nos erreurs. On va cacher l'erreur ou la presque erreur. Et ça, c'est une erreur qu'on fait justement en équipe et dans le soin, c'est de ne pas en parler.
Donc quand on parle justement de surcharge aussi de travail, moi ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que quand on est voilà dans une boucle de stress, on va beaucoup moins en fait communiquer aussi avec de manière effective avec nos équipes et avec nos patients, avec notre hiérarchie. Et ce manque de communication, pour moi, est l'élément en fait perturbateur au sein de l'équipe qui générer des conflits, qui va générer encore plus de stress et encore plus d'épuisement. Donc de bien réussir à communiquer entre nous, entre soignants et avec tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire. Évidemment, on parlait de l'absentéisme. L'absentéisme va aussi générer une sorte de turnover relativement élevé et du coup un mal-être du soignant. Pour compléter ce que tu disais, Audrey, c'est vrai que quand il y a trop de choses à gérer, le truc qui va s'enclencher immédiatement, en tout cas dans les organisations, c'est le mode contrôle. Quand il y a du stress, quand il y a trop de travail, on va appliquer le mode contrôle, c'est-à-dire qu'on va vouloir mettre des process, on va vouloir optimiser l'organisation. Et en fait, ça peut partir d'un bon sentiment, sauf que immédiatement derrière, il va y avoir des dommages collatéraux, notamment en termes de communication, tu l'évoquais. La communication, elle va devenir beaucoup plus descendante, c'est-à-dire qu'il va y avoir des process, donc il va y avoir des ordres à respecter, il va y avoir beaucoup moins de temps pour le collaboratif, pour la communication informelle. Or, de l'informel naît la solidarité et l'entraide. C'est parce qu'on va se croiser dans les couloirs et qu'on va se raconter une galère sur laquelle on est qu'on peut potentiellement trouver des solutions ensemble. Et en fait, dans une organisation qui passe en mode contrôle, ça n'existe pas. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on pourrait penser que le fait de mettre du contrôle, ça va mettre de la cohérence et que du coup, ça va donner du sens. Sauf que, en fait, souvent, quand on passe en mode contrôle, eh ben, il va y avoir des incohérences qui vont émerger. C'est les fameuses injonctions contradictoires. Et là, c'est très difficile à vivre pour les équipes. Donc, ce qu'on appelle une injonction contradictoire, c'est qu'on va avoir deux choses à faire et qui ne sont pas compatibles. Par exemple, un grand classique, je suis manager et j'ai beaucoup de turnover dans mon équipe. L'organisation, ma direction va me dire, bon, là, il va falloir reprendre l'équipe en main, il va falloir être plus au contact de l'équipe, passer plus de temps avec eux. Oui, j'adhère, je suis d'accord. Sauf que dans le même temps, comme le mode contrôle s'est enclenché, il y a beaucoup plus de réunions. La réunionnite s'est enclenchée aussi. Et je dois aller à ces réunions aussi. Ça fait partie de mon job. On me le demande puisque je dois respecter les process. Sauf que quand je vais aux réunions, je suis pas avec mon équipe. Et en fait, là, c'est compliqué. Il y a deux je dois, et sauf que je peux pas faire les deux je dois. Donc, je dois choisir. Et voilà. Et donc, ça, c'est compliqué et ça met de l'incohérence, de la perte de sens. Et t'en parlais beaucoup. Ça vient s'ajouter au stress, ça nourrit le stress et c'est extrêmement compliqué. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver pour les équipes à être capable de s'adapter à ce monde qui change en permanence, puisque bah, on le dit, hein, on parle de permacrise et de permatransformation, donc la transformation permanente. Donc, c'est indispensable d'être capable de s'adapter dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Oui, en fait, vraiment, on comprend que tout de suite, quand il y a trop de choses à gérer, on part tout de suite sur, on se renferme et on communique plus et on se met en mode contrôle. Mais du coup, on en rajoute encore plus de stress à la situation. Euh, Comment, donc, du coup, on fait concrètement, quelles sont les astuces pour s'adapter à ces changements constants? Alors nous on avait pris là où je rejoins Alexandra au niveau de la réunionite, on s'était rendu compte, alors on va forcément illustrer avec la période de la crise sanitaire où pendant donc on était entre guillemets enfermés dans les unités Covid et on avait vu que cet enfermement, une fois qu'on se regroupait pour faire les transmissions, on n'arrivait plus à réellement se réunir. On était certes dans la même salle, mais on n'arrivait plus, nous, en tant qu'humains, à se réunir. Et on s'était rendu compte que c'était pendant les moments de pause à l'extérieur, on arrivait beaucoup mieux à communiquer entre nous, en dehors des types de réelles transmissions et réunions qu'on pouvait nous imposer au niveau voilà hiérarchie. En fait, on n'arrivait plus à communiquer. Par contre, quand on sortait un petit peu du process réel des transmissions, où la communication devenait vraiment effective. On avait mis en place des petits post-it où en fait quand on avait quelque chose à verbaliser, que c'était pas le moment ou autre, on pouvait l'écrire et on pouvait l'accrocher sur un petit panneau ou des petits moments informels. Je me souviens que notre cadre
Alors c'est compliqué, par exemple, les cafés, on pouvait plus partager ce moment de café en fait parce qu'on devait voilà avoir la distance, les distances. En fait, il a fallu réinculquer ça, de se dire je reviens dans un moment un peu informel pour venir échanger dans un couloir plutôt que dans la salle de réunion de transmission avec les ordinateurs, les PC. On passe par l'écrit. Pendant un temps, on ne communiquait que par écrit. On n'arrivait même plus à échanger comme il fallait de manière verbale. Donc, on avait pris aussi un peu l'habitude de débriefer après chaque petite situation de crise, mais vraiment de manière informelle, d'arrêter de se cantonner dans ce côté administratif bien cadré et de se dire, là, il faut que l'humain se remette au milieu de cette communication. Donc voilà, plein de petits moments informels. On avait mis en place aussi en fin de semaine une sorte de transmission surprise où on mettait en avant le positif, il s'était passé quoi, même si des fois ça débordait du professionnel, en essayant de remettre des petites valeurs humaines. Ok, en tant que soignant, donc t'as fait voilà toutes tes transmissions techniques, mais là il s'est passé quoi au niveau humain avec les résidents, concrètement au niveau humain, comment tu te sens. Et on s'est aussi rendu compte que comment dire, qu'il y avait du coup une distance qui s'était aussi élargie au niveau hiérarchie. C'est-à-dire que pendant un temps, c'était voilà cadre et médecin, et que les ASH aides-soignants étaient mis de côté parce qu'il fallait plus quitter les unités, parce qu'on était voilà, on s'était habillé Covid, donc on pouvait plus sortir à ce moment-là, et on avait l'impression d'être un peu parqués. Et d'où l'importance après derrière de redire non mais là, il faut vraiment qu'on reparle tous ensemble. Alors de voilà, de cultiver l'individuel dans le collectif, mais pas d'oublier personne en fait. On part plein de petits process différents, de refaire les pauses café quand on pouvait, voilà, au niveau sécurité le refaire, et vraiment d'être à l'écoute de tous, mais la véritable écoute. Moi, j'ai entendu des médecins, des cadres dire, j'écoute plus mes équipes en fait. Je les entends, mais j'écoute plus en fait. Voilà, ils sont dans leur processus, faut mettre ça en place, faut mettre tel et tel protocole, mais en fait, je me rends compte que je suis plus du tout auprès de mes équipes, alors que on passait notre temps en fait ensemble, on n'arrivait plus à communiquer. On était vraiment plus ensemble. On était sur le lieu de travail, dans la même unité, mais on n'était plus ensemble. Il y avait vraiment plus de travail d'équipe. Ça perdait vraiment tout son sens. Donc, effectivement, il y a ce besoin de moments informels, là, ce que tu expliquais, Audrey. Et il y a aussi besoin de moments formels où on va prendre du recul par rapport au mode de fonctionnement de l'équipe, de manière à l'améliorer. C'est-à-dire que le meilleur fonctionnement de l'équipe, c'est ce qui va permettre aujourd'hui de répondre aux trois besoins fondamentaux des équipes. Il y a le besoin d'être rassuré parce que tout bouge tout le temps, il y a du stress, que tu disais, il y a de la peur, il y a des questionnements. Il y a un besoin de sens parce qu'il peut y avoir ces injonctions contradictoires, étant donné que tout bouge en permanence, il y a un besoin de cohérence et de cap. Mais il y a aussi le besoin de savoir concrètement comment apporter sa pierre à l'édifice. Et quand tout bouge, quand on perd ses repères, on voit plus tellement où est son impact. Et ça, c'est difficile aussi à accepter. Donc, ce qui est important, et alors, juste pour finir là-dessus, il y a une stat que je trouve très intéressante. Il y a une étude qui a été faite là en mars 2023 qui montre que 70% des Français considèrent qu'aujourd'hui, la qualité de vie au travail, c'est pas travailler moins, c'est travailler autant, mais mieux. Et alors, ça veut dire quoi, travailler mieux? Ça veut dire mieux communiquer, mieux coopérer, être en capacité de progresser, être en capacité d'améliorer son mode de fonctionnement, de sentir qu'on est capable d'avancer ensemble. Et donc, à ces moments informels dont tu parlais, Audrey, ce qui est super important, c'est aussi d'ajouter des moments qui vont être très formels, qu'on appelle des rituels. Donc, des rituels, ça va être des temps récurrents. C'est pour ça qu'on parle de rituels. Des temps qui sont courts. Il ne s'agit pas de tomber dans la réunionnite avec des réunions fleuves, là où on se parle, où on refait le monde. Non, on est efficace. Donc, en principe, c'est vraiment des formats de 30 minutes max. Et l'objectif au cours de ces rituels, chaque rituel va prendre un angle. Donc, nous, quand on en organise dans les équipes, on va faire des rituels, par exemple, un rituel sur la simplification des process, un rituel sur, je sais pas, le feedback, par exemple, un rituel sur l'écoute pour questionner les pratiques. Et l'objectif, systématiquement, dans ces sessions, ça va être d'abord que tout le monde puisse prendre la parole et à condition de donner des exemples concrets, de ne pas être dans la conversation café du commerce. On est très terre à terre. Et l'objectif pour l'équipe, ça va être d'identifier ensemble ce qu'elle fait bien sur ces points-là, ce
ce qui est déjà bien, c'est quoi ses forces sur lesquelles elle peut s'appuyer, parce que c'est très important de célébrer les réussites, identifier ce qu'elle pourrait mieux faire, donc dans une dynamique on s'améliore pour que ça soit plus sympa et plus efficace et plus chouette de travailler ensemble, que ça soit moins problématique. Et puis, concrètement, par quoi on commence? C'est-à-dire, quels petits pas on enclenche pour s'améliorer tous ensemble. Et en fait, ces rituels, quand ils sont instaurés dans la vie de l'équipe, ils sont extrêmement utiles. Parce que quand on est dans une période de transformation, où tout bouge, et on sait maintenant qu'on est dans une période de perma-transformation, c'est-à-dire que la transformation ne s'arrêtera pas, et bien en fait, il y a des pratiques qui étaient efficaces il y a 6 mois, 3 mois, et qui potentiellement ne le sont plus aujourd'hui. Et en fait, si on ne questionne pas régulièrement son mode de fonctionnement, et bien très vite, on a un mode de fonctionnement qui est totalement décalé par rapport au contexte. Donc, c'est très important voilà, d'instaurer ces moments ritualisés où on prend du recul en équipe. C'est ce qu'on appelle de la réflexivité. On prend du recul et on s'améliore. Là où je me permets de te rejoindre, c'était Rejoins-moi. je te rejoins. C'était une discussion avec un directeur de structure. Justement, on proposait des formations via la Safe Team et il m'arrête de suite. Il dit non, mais moi ça fait 30 ans que je fais comme ça fonctionne. Il n'y a pas à changer. Et là, je me dis, ça fait 30 ans que vous agissez comme ça et tout va bien dans votre structure? Oui. Ok. On a arrêté l'échange parce qu'on voyait voilà que c'était pas possible et mais voilà, c'est oui, le changement, on est constamment en train d'évoluer, de changer et c'est d'ailleurs le soignant, c'est ce qu'il doit faire auprès du patient, n'importe quel, que ce soit en unité de médecine, en unité de vie, en EHPAD, dans les masses ou autres, on doit tout le temps s'adapter. Donc on est tout le temps dans une politique de changement personnel, même en évoluant dans l'âge. Un aide-soignant qui débute à 20 ans et un aide-soignant qui arrive en fin de carrière, il a des capacités d'adaptation, il va s'être adapté tout le long de sa carrière. Donc, on est constamment en changement, même du jour au lendemain. Alors, plus particulièrement dans les unités Alzheimer où on va par exemple, on va avoir une manière d'approcher la personne, on va faire la même le lendemain, ça fonctionne pas. Donc, il faut se réadapter constamment. Donc de la plus grosse réunion avec tout le monde jusqu'au plus petit accompagnement, même ne serait-ce que distribuer un verre d'eau, on va pouvoir même changer nos manières de faire, même plusieurs fois dans la journée. Donc vraiment cette capacité d'adaptation doit être privilégiée. Et justement quand on parle de changement, je mets un point sur former les soignants et les équipes. On doit toujours se former continuellement. C'est pas parce qu'on sort avec son diplôme d'aide-soignant en un an qu'il faut pas revoir sa manière de faire, sa manière de voir les choses et de former ses équipes. Je me souviens des collègues qui réclamaient tout le temps les mêmes formations. Ils ne les avaient jamais parce que ça parlait pas au cadre, à la hiérarchie. Et 20 ans sans être formé, reformé à quelque chose, c'est pas possible en fait. On peut pas demander du changement, une évolution aux équipes si on ne forme pas ces équipes et si on les valorise pas dans le quotidien. Merci beaucoup. Je n'ai rien à ajouter. Audrey m'a rejoint, on est bien. Parfait, mais c'est vraiment parce que tu soulèves un point, mais on en parlera après justement sur ces personnes qui sont réfractaires et qui sont quelquefois bloquantes sur cette partie où eux veulent pas s'adapter, mais du coup le reste de l'équipe veut s'adapter et comment on fait. Mais je pense que la troisième question justement va y répondre et qu'elle a vraiment du sens là-dessus, c'est comment on développe une culture de l'optimisme et du sens dans nos pratiques professionnelles. Moi, j'aime bien cette petite phrase, c'est qui veut du changement, tout le monde dit oui, et qui veut changer, il n'y a plus personne. Il faut aussi comprendre que le changement fait peur. Changer, c'est évoluer, c'est sortir de sa zone de confort, et c'est très compliqué. Humainement, c'est compliqué, que ce soit individuel ou collectif. Quelqu'un qui va arriver avec des nouvelles méthodes, ça va faire peur. Donc il faut rassurer aussi les personnes dans le changement. Il faut rassurer, il faut valoriser et il faut les engager. Il faut que les personnes comprennent aussi pourquoi on veut changer. Si on dit il faut faire ça, il faut plus écrire de couleur rouge mais vert parce que il faut comprendre en fait pourquoi on veut faire ce changement, ce que ça va découler. Et ça c'est le rôle aussi du manager. Donc je pense qu'Alexandra tu vas pouvoir confirmer aussi le côté d'être rassurant. Par exemple, moi j'ai parlé en tant qu'aide-soignante. Quand je voulais effectuer du changement, si mon cadre il me suivait pas, je pouvais
avoir la meilleure méthode au monde. Si derrière, j'avais pas une équipe, un cadre qui me soutenait, je ne pouvais effectuer aucun changement. Donc, de manière individuelle, on va pouvoir voilà, avoir des idées. Si derrière, c'est pas collectif, ça peut pas fonctionner. Oui, alors c'est à mon tour de te rejoindre là. Ouais, c'est à mon tour de te rejoindre parce qu'effectivement, cette culture, cet état d'esprit, aujourd'hui, c'est clé de le développer. C'est-à-dire que l'OCDE a démontré en 2021 qu'aujourd'hui, une compétence, elle devient obsolète, elle se périme au bout de 2 ans. En revanche, ce qui ne se périme pas et ce qui permet de s'adapter et ce qui permet de devenir résilient, c'est d'avoir un état d'esprit constructif, orienté solution, optimiste, de toujours se dire que, comme disait Churchill, les pessimistes, ils voient des difficultés dans chaque opportunité et les optimistes, ils voient des opportunités dans chaque difficulté. Mais en Je te fait, rejoins. l'objectif, c'est que les équipes, elles soient comme ça. Donc, comment réussir à instaurer ça? Alors, déjà, bah, le manager, il doit monter en leadership. Donc, dans le fait de monter en leadership, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire grandir ses équipes, de les faire progresser, notamment de progresser ensemble sur les soft skills clés, hein, qui sont la communication, la coopération, l'esprit critique. Alors, esprit critique, pas à la française, hein, pas en mode on désingue tout. Non, l'esprit critique en mode on arrive et on propose des idées. On arrive en identifiant un problème et on propose des solutions. Et puis, on fait preuve de créativité pour sortir un petit peu du cadre. Donc, en tout cas, voilà, le manager, il doit devenir plus leader, c'est-à-dire qu'il doit être en capacité d'embarquer son équipe, il doit être en capacité de la rassurer, de lui donner du sens, de progresser avec elle, d'instaurer cette culture du droit à l'erreur. T'en parlais tout à l'heure, Audrey, et c'est vrai qu'on n'est pas bon là-dedans. C'est pas notre culture en France, et notamment parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, où on n'a pas le droit de faire d'erreurs. Il Au faut pas contraire, en parler. voilà, Faut il pas en faut pas parler. en parler. C'est nul de faire des erreurs. Ben non, et faire des erreurs, ça permet d'apprendre et ça permet de progresser. Donc, en fait, le manager leader, il doit arriver avec des pratiques comme ça qui vont permettre de dire, bah voilà, concrètement, on a identifié que ça allait pas. Alors, qu'est-ce qu'on décide ensemble? Qu'est-ce qu'on améliore? Bah, on teste, ça marche pas, ça marche pas, c'est pas un drame. Ça va nous permettre de trouver une autre solution et ça marche, tant mieux, on avance. Le leader, il va aussi célébrer les réussites. C'est-à-dire que dès que l'équipe va réussir à cranter, à enclencher quelque chose qui se passe bien, bah, il faut le dire. Parce que c'est ça qui va permettre de continuer à avancer, qui va se permettre d'avoir confiance dans la force du collectif, voilà, qui va donner envie, en fait, d'avancer ensemble. Et puis, le leader, eh ben, il est congruent. Alors, c'est un mot très moche, la congruence, mais c'est très beau. En fait, c'est je dis ce que je fais ce que je dis. Et les managers qui sont leaders et qui font ce qu'ils disent ce qu'ils font et qui arrivent à installer cette équipe par l'exemplarité dans leurs équipes. Bon, d'ailleurs, parfois, il y a souvent des coéquipiers qui sont comme ça, hein. Voilà, c'est pas le problème. Mais en tout cas, de faire en sorte que ça irrigue complètement l'équipe, que quand il y a des nouveaux coéquipiers qui arrivent, et bah boum, eux aussi, ils vont être embarqués là-dedans. Ils vont même être recrutés sur cette culture-là. On va moins les recruter sur leurs compétences techniques que sur le fait qu'ils ont le bon état d'esprit. Ben, ça change tout. Et pour encore te rejoindre, décidément, on se rejoint beaucoup, mais ce qui est clé, c'est effectivement la formation, mais pas la formation comme on l'entendait avant. C'est-à-dire des formations descendantes et des formations où ça passait toujours par le manager. C'était le manager qu'on formait. Non. Là, maintenant, il faut former le manager et son équipe. Ça n'a pas de sens de former des managers au leadership si ils sont pas formés, s'ils se forment pas avec leur équipe. Et c'est pour ça que les rituels apprenants sont super efficaces parce que le manager se forme en même temps que l'équipe se forme, puisque on va apprendre à communiquer ensemble, on va apprendre à mieux coopérer ensemble, à questionner l'existant pour l'améliorer. Et c'est ça qui est important. Et c'est comme ça qu'on intègre cette culture. Et un autre très bon moyen d'intégrer cette culture, nous on s'en sert beaucoup dans les rituels qu'on fait, c'est d'ouvrir une fenêtre sur le monde extérieur. C'est de parler par exemple, de citer des exemples très inspirants de personnes. Il y a toujours eu des épisodes dans l'histoire où il y a eu des périodes de chaos, où il y a eu des périodes de méga transformation, il y a eu des révolutions industrielles. Enfin, ça a aussi été un gros dawa avant, hein. C'est pas que maintenant. Et pour autant, il y a toujours eu des gens qui, ensemble, ont réussi à trouver des solutions. Et en fait, le fait régulièrement de faire référence, nous on le fait beaucoup dans les rituels où chaque thématique va être introduite justement par des exemples puisés dans l'histoire et dans l'actualité des références de culture générale. Et en fait, ça permet de dire c'est possible. Et à partir du moment où c'est possible, où on sait que c'est possible, bah, on va avoir beaucoup plus envie de le faire.
Là où tu m'as fait venir une petite citation, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je pense aussi quand on veut effectuer le changement, il faut aussi cibler les personnes aux ressources. Il y a des personnes qui vont être toujours réfractaires au projet, ou alors s'il faut écrire des projets, il faut les écrire. Le projet il est bien, il est écrit, mais il ne se fait pas. Quelle est la personne aux ressources qui va pouvoir m'aider à mettre en place ce projet-là? Et là, on parlait de la valorisation dans les équipes pluridisciplinaires, c'est qu'à un moment, une ASH peut être une personne ressource à un médecin. En fait, il y a la hiérarchie, faut respecter, hein, évidemment, hein, les compétences, il y a les soft skills, mais il y a aussi les compétences. Clairement, moi en tant qu'aide-soignante, il y a certaines compétences que je n'aurais jamais d'un médecin parce que je n'ai pas appris. Mais derrière, il y a la complémentarité de l'humain, en fait, derrière, tous ces binômes et en équipe du changement. Et donc, c'est valoriser les compétences et pas que les diplômes, aussi dans les formations. C'est-à-dire que une ASH peut aider un médecin sur un cas, sur une situation, sur n'importe quoi. En fait, ça peut être l'ASH qui peut être la personne ressource, une famille. Une famille peut être une personne ressource dans l'accompagnement d'une personne. Donc c'est vraiment réussir dans ce gros maillage des équipes, c'est d'aller cibler les petites pépites en fait pour se faire un gros collier d'or en fait. C'est vraiment d'aller chercher toutes les petits trucs pour en faire un beau truc commun en fait. C'est ça, c'est ça. Ouais, et le faire équipe, ça s'apprend, en fait. On pense que parce qu'on va mettre des gens ensemble, naturellement, spontanément, ils vont faire équipe et ils vont tout de suite savoir le faire. Mais là, on est dans un contexte qui est hyper compliqué. Et donc, faut apprendre, faut se former.